Bonjour. Bienvenue au DevFest Nantes. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette 5e édition. Plus de 1400 personnes, donc vraiment merci à vous. Le DevFest Nantes, du coup, cette année, c'est sur 2 jours. On tient d'abord à remercier quand même les sponsors qui nous aident du coup à organiser tout ça. Donc nous tenons à remercier Google, Zenica, Epitech, SQLi, partenaires historiques, mais aussi Creative, Concerto, Neosoft et Soprasteria pour leur nouvelle arrivée du coup au sein des partenaires. Le DevFest Nantes sur 2 jours, c'est aussi grâce à vous en tant que speaker. Donc cette année, nous avons un format quickie, donc de conférence courte de 20 minutes. Et merci vraiment à tous les Nantais qui ont soumis des sujets dans le CFP, dans le Call for Paper. Du coup, merci à vous, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de propositions. C'était très dur de faire le choix. Si vous avez été pris, c'est super pour vous. Si vous avez été pris, persévérez. Il y a vraiment des choses à montrer, il y a vraiment une richesse nantaise. C'était l'idée un peu de la vidéo derrière, de ce qu'on montrait, c'était vraiment de montrer la richesse nantaise et voilà, vraiment profiter de l'écosystème numérique nantais. L'événement, c'est aussi grâce à vous que ça fonctionne bien. Du coup, nous sommes 1400 là sur les 2 jours. Nous étions sold out mi-septembre, avant la sortie du programme, donc merci pour votre fidélité. Vraiment merci. Dernier point, le DevFest Nantes, c'est 1 an d'organisation. Côté GDG Nantes, nous sommes 6 bénévoles. Mais nous tenons à remercier aussi Epitech qui nous fournit quand même 60 bénévoles pour les 2 jours. Merci à eux. Au niveau de la keynote, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais inviter en fait Francky Trichet, Numérique Man, adjoint à la maire au numérique, pour vous présenter les Smart Cities. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis extrêmement ravi d'être ici avec vous. Je commence à prendre l'habitude, c'est pas bon, c'est bon signe, pardon, c'est pas bon signe pour moi. Donc l'idée c'était de vous faire rapidement à l'esprit de ce qu'est la Smart City à la nantaise. Et avant de vous parler de Smart City à la nantaise, peut-être vous dire ce qu'est pas la Smart City à la nantaise. Donc avant tout, à Nantes, on essaie de développer une ville astucieuse, une ville maligne, une ville qui va s'appuyer sur la technologie mais qui n'est pas technocentrée. On n'est surtout pas Masdar, on n'est surtout pas Songdo, on n'est surtout pas ces villes qui sont construites ex nihilo dans lesquelles on met la technique avant les usages et dans lesquelles l'humain disparaît au prorata, au fur et à mesure que la technique envahit en fait la ville. À Nantes, on est une ville particulière. Je vais mettre un peu ici parce que comme ça j'aurai le retour. Parfait, nickel. À Nantes, on a une ville un peu particulière. On est une ville qui est reliée en fait par la Loire à un autre territoire qui s'appelle Saint-Nazaire. Et sur ce grand territoire, Nantes-Saint-Nazaire, on a la chance de se dire qu'on est un territoire d'audace, un territoire XXL où on construit les plus gros paquebots du monde. On construit les plus gros bateaux du monde, les plus gros avions du monde, pardon. Et puis on construit aussi les plus grosses éoliennes offshore du monde. Et on pourrait dire que c'est ce qui fait la fierté des Nantais et c'est ce qui fait la fierté de l'industrie. Mais en fait, avec Johanna Roland, la politique qu'on impulse sur cette Smart City à la Nantaise, sur cette innovation en fait, qu'on veut inclusive et partout et pour tous, c'est surtout en fait, cette notion de pensée créative au quotidien qu'on voit bien dans le film qui a été présenté. Cette pensée créative qui irrigue en fait aujourd'hui, quand vous baladez à Nantes, vous voyez des choses incroyables qui font qu'au quotidien, vous êtes nourri par cette
cette énergie créative qui fait que quand vous allez travailler le matin, bah, vous allez y aller avec le champ des possibles qui est complètement ouvert parce qu'on vous a nourri de cette vision d'audace, de cette vision de créative. Et en fait, nous, ce qui nous plaît bien en fait, sur cette cité où Jules Verne a fait ses premiers pas, c'est en fait cette pensée qui est complètement folle et sur lesquelles même les grands journalistes comme le Sunday Times a dit que Nantes, on était la ville la plus déjantée de France. Et en fait, on en est très fiers. Ce côté déjanté, ce côté créatif, ce côté tout est possible. Et ce côté, en fait, vous tous, vous n'êtes pas tous de Nantes, mais ceux qui sont nantais, en fait, on écrit une page de l'histoire sur cette créativité aussi en lien avec le numérique. Et ça, je pense qu'on peut en être tous très fiers. En tout cas, il ne faut surtout pas lâcher. Cet état d'esprit, on est sérieux sans se prendre au sérieux, on fait des choses folles, mais on n'est pas non plus, on n'a pas la grosse tête, au contraire, on est plutôt humble à Nantes et c'est tant mieux. Et dans le numérique, juste que dans le monde artistique, on a des choses si je vous montre juste ce petit exemple là que j'adore, ça ici, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Vincile, qui est un artiste protéiforme et qui a créé la première rampe de skate qui est en fait un instrument de musique. Et quand les skateurs en fait ils naviguent sur cette rampe, bah, vous avez en fait de la production musicale. Donc ça, c'est des choses dont on est très fiers et qui s'exportent dans le monde. Et donc cette vision de la Smart City à la nantaise, cette ville intelligente, cette ville ingénieuse, cette ville sensible, cette ville humaine, la définition qu'on a posée avec Johanna Roland, c'est celle-ci, c'est la ville des intelligences mises en réseau, c'est pas la ville intelligente, on n'y croit pas, pour fabriquer du commun, cette notion de commun qui est extrêmement importante pour nous, qui en fait l'énergie, qui est on va dire le carburant pour construire en fait des villes vivantes dans lesquelles l'humain prime, les usages priment avant la technique, et la technique et la technologie doivent être au service de l'humain. Un exemple juste pour vous caractériser, c'est quoi cette Smart City à la nantaise, j'adore cet exemple, il a été développé avec des étudiants sur le poulailler urbain connecté, et qui montre en fait en quoi la technologie vient en fait créer une histoire, créer un récit pour créer du lien, et pas du tout la technologie pour la technologie. L'idée c'était en fait en plein cœur de l'île de Nantes, qui est un des grands quartiers en réhabilitation, le plus gros chantier de réhabilitation d'Europe. On a propulsé un projet avec une association de mettre en cœur de ce quartier un poulailler urbain. Il y a 2 poules qui sont en fait, il existe vraiment, il s'appelle le Poule Palace, pour ceux qui vont à côté de l'éléphant, vous le verrez. Il y a 2 poules qui sont aujourd'hui dans ce poulailler qui est vraiment au pied des immeubles. Et en fait, l'idée avec des étudiants, on a fait de l'idéation pour venir connecter ce poulailler. Alors en quoi ça consiste un poulailler urbain connecté? Bah, ça consiste tout simplement à mettre des capteurs de pression sous les graines, enfin sous la boîte où on met les graines. Et lorsqu'il n'y a plus de graines, il y a en fait une application, puisqu'il y a un ensemble d'usagers qui sont des gens qui habitent à côté, qui ont l'application et qui ont une alerte en disant attention, dans 6 heures, il n'y a plus de graines, il faut venir sauver les poules. Et de la même façon, les poules pondent des œufs et il y a des capteurs de pression qui font à un moment donné se dire bah voilà, il y a 1, il y a 2, il y a 3 œufs. Et les gens peuvent à un moment donné aller réserver les œufs qui vont en fait comme dans des box à la poste. En fait, à travers cette histoire, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de sauver les poules ou d'avoir des œufs, c'est surtout qu'on a créé un espace, un artefact numérique pour créer du lien. Et en fait, les gens se connaissent pas, ils se connaissaient pas, et maintenant ils se sont mis en commun autour de ce poulailler pour justement raconter une histoire autour des poules. Et c'est en fait cette histoire-là qu'on veut rencontrer sur la Smart City à la nantaise, c'est vraiment en fait mettre les technologies au service des usages pour créer du lien, pour créer du sens, pour créer du commun entre les gens, parce que nous on croit beaucoup à cette valeur-là. Et donc, les grands prismes de cette Smart City à la nantaise, vous les voyez ici, cette ville vivante, où on veut l'innovation inclusive partout, c'est pour tous. On a 7 boules de cristal. La première, c'est la ville attractive, où forcément, on a un marketing du territoire extrêmement fort sur le numérique. Voilà, notre slogan, c'est Nantes Saint-Nazaire, the coolest place to grow, pas to be, mais to grow, avec forcément la labellisation French Tech, sur laquelle on travaille depuis 2 ans. Et sur lesquels il y a 2 indicateurs extrêmement forts depuis le début, je vous les annonce tout de suite, hein. Ils sont officiels. Le premier, c'est le nombre d'emplois en 2015, ça va sortir bientôt officiellement dans un gros dossier d'observatoire de l'emploi. 22 000 emplois en 2015 avec cette progression, plus 2800 nets de création d'emplois depuis la démarche de la Nantes Tech. Donc ça, on peut en être très fiers. Et le deuxième, qui est très important pour moi, l'indicateur de bonne santé d'un écosystème, c'est les levées de fonds. On avait levé en 2014 6 millions, 2015 32 millions l'année dernière, avec 2 grosses levées Lingo iAdvise. Et cette année, on est déjà à plus de 45 millions de levées de fonds, avec un indicateur qui est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, on a beaucoup plus de levées entre, on va dire, 1 million et 2 millions. Et pas forcément des grosses levées. La plus grosse levée, c'est 8 millions sur ces 45 millions. Donc ça montre que Nantes est vraiment maintenant une place où les grands financiers parisiens, mais aussi londoniens, commencent à se dire qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème, pourquoi ça vibre autant. On a
un rythme événementiel qui est effréné, et ça tant mieux. Donc le Web Today, tout le monde connaît, la Nantes Digital Week avec des caps à 115 000 participants. Et puis forcément maintenant le DevFest qui est pour nous un élément central de cette programmation. Ce fil rouge de l'année entre le Web Today au mois de juin, la Digital Week au mois de septembre et le DevFest au mois de novembre avec 1500 participants cette année. C'est un record. Bravo messieurs, bravo effectivement aux organisateurs. C'est vraiment quelque chose d'important. On a besoin de dev et de TQE pour faire émerger cette filière. Sur le côté un peu ville collaborative, on est une ville où on partage beaucoup de choses. Celui-ci, j'aime bien ce projet, c'est un composteur partagé qui est porté en fait en plein quartier Malakoff par des habitants. C'est assez rigolo. Et le projet E-Link, où en fait l'idée c'était de se dire que même avec des constructeurs, on peut aller assez loin dans la collaboration, puisque là l'idée ça a été de se dire on fabrique pas des mètres carrés habitables, mais des mètres carrés habités. C'est-à-dire qu'en fait là, les gens très en amont ont construit en fait ce projet qui va sortir dans 2 ans. Et c'est assez intéressant. Sur le côté ville maillée, on travaille beaucoup à l'échelle, on ne peut pas être tout seul, vu de Shanghai, vu de Berlin ou vu de New York, même si ce matin, vu de New York, ce n'est pas la même histoire. Nantes n'existe pas, ce qui existe c'est plutôt le maillage des Grands Ouest. On a importé en fait cette marque qui s'appelle les Tech de l'Ouest avec les différentes villes labellisées métropoles, labellisées French Tech, donc avec Brest, avec Rennes, avec Angers. Et en fait on commence à raconter cette histoire aussi du Grand Ouest qui est plutôt bien, et on a monté le premier salon des startups qui va tourner maintenant. L'idée c'est de populariser en fait ce qu'on fait tous à chacun dans l'innovation, en particulier chez les startups, au grand public, puisqu'en fait on se rend compte souvent qu'on est considéré, vous parlez de millions, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Et en fait l'idée c'était de rendre accessible tout à chacun. Donc on a fait un beau salon, passage Pommeraye, pour montrer aux personnes ce qu'est les startups. Sur la ville des labs, on est une ville à Nantes où on croit beaucoup au tiers-lieu pour encore une fois créer du lien et fabriquer ensemble, casser les silos, travailler en transversal. Ça c'est aussi la force de l'écosystème. Et donc on a beaucoup de tiers-lieux, des Fab Labs, des User Labs, des Media Labs, dans lesquels en fait on crée du lien, des espaces de coworking. On est une des villes en dehors de Paris qui aujourd'hui recense le plus d'espaces de coworking, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Et en fait on accompagne vraiment cette mutation, ces nouveaux modes de travail, puisqu'on croit beaucoup à ces nouveaux espaces pour encore une fois créer du lien. Ça c'est un petit point important pour vous dire aussi que sur le côté transition numérique et transition énergétique, ça c'est aussi à Nantes, on a quelques éléments à dire. En particulier, on vient d'être labellisé dans un projet européen qui s'appelle H2020, avec différents partenaires, Helsinki, Hambourg, et dans lesquels on met en place des solutions numériques au service de la transition énergétique. Donc ici, quelques exemples, les chaudières numériques, où en fait, voilà, quartier nord, on met des serveurs pour chauffer l'eau dans les logements sociaux. Ici, on travaille sur tout ce qui est la production d'énergie fluviale avec des startups comme TurbiWatt ou avec du stockage d'énergie avec de l'air comprimé. Donc les Counterlinky, etc. La ville solidaire, ça c'est extrêmement important. On est aussi une des villes dans lesquelles toutes les écoles sont reliées au très haut débit, la ville de Nantes. Et on impulse en fait des politiques d'innovation pédagogique par le numérique. En dehors des murs, on a beaucoup de, et encore une fois, je remercie aussi pas mal d'acteurs qui développent aussi en dehors des murs des écoles l'initiation au code et puis la sensibilisation et la médiation à la culture numérique. Je pense à Ping, mais je pense à Devox for Kids, je pense à toutes les manifestations qui sont faites, les centres accords pendant la Digital Week avec les enfants. Et puis on n'oublie pas cette cible-là, qui pour moi est extrêmement important. Je vois qu'on est plutôt à peu près jeunes dans la salle. La cible, en fait, qui sont souvent oubliées, on va dire, je vais dire des bêtises, je me mets dedans, entre 45 et 55 ans, les gens qui n'ont pas forcément vécu le numérique, qui sont des cadres à des postes extrêmement importants et qui parfois ne sautent pas à pieds joints dans le numérique parce qu'ils ont une méconnaissance et ils se disent voilà, je vais perdre un peu pas de pouvoir, mais en tout cas de contrôle par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un accompagnement, une transition ressources humaines extrêmement importante. Nous, on est tous convaincus que le numérique, c'est une opportunité. Certains le voient encore comme une menace. C'est à nous de faire en sorte que tout le monde s'embarque dans cette digital chance, puisqu'en fait, c'est une chance et pas une menace. Et pour terminer, la ville facile, donc à Nantes, on est résolument aussi une ville où on essaye de mettre le numérique au service du quotidien. On a lancé Nantes dans ma poche, plus de 70 000 téléchargements à ce jour. On en est extrêmement fiers parce que c'est assez rare de voir une application mobile de collectivité télécharger autant. Et c'est pas parce qu'on est à Nantes, c'est parce qu'en fait, cette application mobile, on l'a vraiment développée user-centric, c'est-à-dire qu'on a
travaillé sur les usages avant de développer l'application. En termes d'ergonomie, on a fait des trucs assez sympas aussi. On a travaillé avec beaucoup de Nantais, des créatifs aussi locaux. Et ça, c'est aussi la façon du jeu à la nantaise, du travail à la nantaise, c'est-à-dire que c'est pas un grand groupe qui propulse le tout. C'est vraiment, on a fait en sorte de travailler ensemble. La plateforme web, ça c'est vraiment sur la démocratie participative et le dialogue citoyen. Ça, c'est un engagement extrêmement fort sur lequel on veut que le numérique soit un accélérateur de citoyenneté augmentée, comme on dit. Donc, on a développé une plateforme, encore une fois, sous forme de... On est sûr de rien, sous forme de prototype et d'expérimentation. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir confirmer ou pas le fait que le numérique, c'est vraiment un accélérateur de citoyenneté. Pour terminer, 3 éléments, 3 ambitions pour Nantes Smart City. La première, c'est de devenir une des places fortes du numérique en Europe. Petit à petit, il y a des chiffres et des indicateurs qui nous montrent que ça commence à. Ça fait que 2 ans qu'on y travaille. Et ça, c'est grâce à vous tous. En fait, plus on raconte l'histoire de Nantaise, moins on se prend au sérieux, plus on fait des choses sérieuses, et plus en fait on a cette marque de fabrique. Moi, ce que j'adore, c'est quand je vais à l'extérieur, ils disent ah ouais, mais ça c'est à Nantes. Et juste ça, ça me suffit. C'est-à-dire que ça, ah oui, mais ça c'est à Nantes. C'est cette petite phrase où on dit c'est pas possible, parce que notre singularité, c'est qu'on fait des choses quand même assez folles. La deuxième ambition, c'est d'avoir un modèle d'éducation ouverte de 3 à 103 ans pour essayer justement de se dire qu'aujourd'hui, la sensibilisation au numérique, elle doit se faire de tout petit à plus grand, mais surtout en n'oubliant pas certaines tranches d'âge, je vous les ai déjà dit. Et puis un modèle de ville collaborative où on croit aujourd'hui effectivement d'avoir la chance à Nantes d'avoir ces pratiques collaboratives qui s'accélèrent et le numérique peut être un accélérateur. Je vous remercie pour votre attention et surtout je remercie encore une fois tous les organisateurs, les bénévoles, parce que sans les bénévoles, on sait que des événements comme ça ne marche pas. Et à Nantes, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles dans les manifestations. Merci à tous les étudiants que je vois là. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente journée demain, parce que c'est 2 jours cette année. Bravo à tous. Merci. Merci. Donc, comme l'a dit Francky, on a fait pas mal d'initiatives cette année, donc le passage sur 2 jours. À noter un job board dédié sur Choose Your Boss qui vous permettait qui vous permet toujours d'ailleurs de rencontrer des entreprises qui ont des opportunités. À Nantes, il y a quand même un sacré vivier de développeurs, donc l'idée c'est vraiment de profiter des meilleures opportunités. À noter aussi le NI qui fera des interviews, et puis on fait toujours aussi, comme à chaque fois, un DevFest for Kids, du coup on accueille des enfants et on montre un petit peu comment développer des applications. Pour la première fois du GDG et du DevFest, on va accueillir sur scène un artiste. Du coup, j'espère que vous allez vraiment les accueillir chaleureusement. Merci d'accueillir Ezra de Organic Orchestra qui va vous présenter le Big Love. Merci.
Bonjour à tous. Bonjour DevFest, je m'appelle Ezra. Mon métier c'est d'être beatboxer. En gros, je fais de la musique avec ma bouche. En tout cas, ça c'est mon métier depuis une quinzaine d'années. Puis depuis maintenant, ça me semble fort. Depuis maintenant bientôt 10 ans, on a créé une compagnie qui s'appelle Organic Orchestra, avec laquelle on crée des spectacles, pas mal d'installations interactives, d'ateliers pédagogiques autour du beatbox, puis autour de tout un tas d'autres trucs qu'on s'est mis à construire. À l'intérieur de ces spectacles, avec tout un tas de geeks. Alors, vous le voyez pas là, mais il y a par exemple Ben, qui en est un exemplaire, juste ici. On s'est mis à créer des outils adaptés à nos besoins à l'intérieur des spectacles pour pouvoir manipuler du son, de la lumière, de la vidéo. Il y a bien longtemps déjà, je commençais à utiliser des pédales de boucles faites pour les guitaristes qui permettent de s'enregistrer, de créer des boucles comme ça. C'était pas mal, ça permettait finalement assez vite de créer des orchestrations. Et en fait c'était bien, mais c'était un peu limité. Enfin, j'étais obligé de regarder mes pieds pendant que je jouais. J'étais obligé de rester à un endroit sur scène et puis le nombre de fonctionnalités était assez court en fait. Et on s'est mis à créer nos propres outils, des loopers, des boucleurs justement, et puis des choses pour les contrôler. Alors on a commencé avec un clavier, une manette de jeu vidéo, notre téléphone portable, etc. Et puis il y a quelques années, pour la création d'un spectacle qui s'appelait le Bionic Orchestra, accompagné par une structure à Grenoble, reliée à une scène nationale, un théâtre, et puis le CEA, les gros laboratoires de recherche. On est parti sur la création d'un contrôleur qui soit plus adapté à ce que je voulais pouvoir faire sur scène. Et puis qui me permette de quitter ce truc un peu étrange que j'avais avec le téléphone portable, c'est que le téléphone portable, il me permettait, avec tous les capteurs qu'il y a dedans, assez facilement de pouvoir enregistrer ma voix, manipuler de la lumière, contrôler le son dans l'espace, ce genre de choses, mais poétiquement, sur scène, pendant un spectacle, bah, ça restait un téléphone portable. Ça m'intéressait de pouvoir avoir quelque chose qui soit à la fois plus transparent, qui me permette d'expliciter ce que j'étais en train de faire dans les moments où je le choisissais, ou alors de pouvoir aussi le rendre plus discret, de manière à mettre en évidence d'autres choses. Et on est parti sur le développement de ce gant, ça nous a pris 2 ans. Alors il y avait certains des ingénieurs qu'on a pu rencontrer là-bas, puis en fait tous les geeks avec lesquels on bosse d'habitude. Il y a plein de gens qui nous ont accompagnés là-dessus. Un gantier, Jean Straseri, qui fait des gants traditionnels en cuir de chevreau. Il y a voilà, des designers, etc. Tout un tas de gens qui sont venus filer la main. On a été près d'une 50aine en fait, finalement, pendant 2 ans, à essayer de faire en sorte d'adapter ce qu'il y avait d'accessible électroniquement aujourd'hui dans un objet qui soit aussi mouvant qu'un gant. Et avec tout un tas de procédés traditionnels assez anciens, notamment avec la contrainte de le faire dans un gant de cuir. Et aujourd'hui, ce gant, il me permet tout simplement de pouvoir faire ce genre de choses. Petit point technique, j'ai des grosses variations de volume ici dans les retours, alors un coup ça l'arsène, un coup j'entends plus bien. Tac. Et finalement ce gant, l'électronique à l'intérieur, c'est l'électronique un peu que vous avez dans la poche, c'est des accéléromètres, des magnétomètres, gyroscopes, etc. Et puis on l'a fait avec ce qu'il y avait de pas mal accessible, des Arduino et ce genre de plateformes assez facilement programmables, jusqu'à un jour avoir le design exact qu'on voulait et pouvoir préparer nos propres PCB et créer tout un tas de programmes serveurs qui nous permettent d'interpréter les commandes que je peux envoyer en Bluetooth à l'ordinateur et facilement de pouvoir piloter à peu près ce qu'on veut sur n'importe quelle plateforme. Rapidement, la manière dont ça fonctionne,
c'est que ces différents capteurs, alors il y a des petites touches que j'ai sur chacune des phalanges qui me permettent assez facilement alors l'information ça continue de varier fort ici dans le retour là. Pardon, j'ai ces différentes touches qui sont envoyées en Bluetooth à l'ordinateur et qui me permettent de manipuler les différents softs. Il y a ces fameux accéléros, magnétos ou d'un mouvement. Je contrôle par exemple le volume avec simplement le pitch de ma main, ce genre de choses. Et puis finalement, ça nous permet beaucoup ça de vocabulaire différent, parce qu'avec ces quelques touches et les senseurs de mouvement, chaque position de ma main donne une fonctionnalité différente à cette touche, et puis on les interprète aussi dynamiquement à travers des mouvements. Sur certains gants, on s'est amusé à mettre des flex pour pouvoir, en l'occurrence en spectacle, manipuler des effets. Ce qu'il y a de chouette avec ces flex, même si on les a retirés des versions actuelles, c'est que ça permet de pouvoir créer des langages assez proches du langage des signes, des langages parlés, gestuels, et donc une infinité finalement de mouvements autour de quelque chose qui est extrêmement, comment dire, intuitif. C'est ma main, c'est genre super facile de savoir si elle est en haut, en bas, si je suis en train d'appuyer sur telle ou telle phalange. Ça ne demande pas spécialement d'apprentissage en fait. En tout cas, la manière dont je m'en sers moi aujourd'hui, ça reste comme ça.
il se trouve que donc ce gant a été créé pour un spectacle, en fait, pour une création artistique, comme la plupart des outils qu'on développe. Aujourd'hui, là, ça fait 10 mois, par exemple, qu'on travaille sur un soft qui s'appelle le Grand Méchant Loop, qui est justement un système de boucleur, mais qui nous permet énormément de liberté dans la création. L'idée, c'est que, comme chacune de ces créations, on a envie de faire en sorte qu'elles puissent servir par la suite à tout un tas d'autres. Alors, nous, on a décidé qu'on ne monterait pas d'usine de gants, en fait. C'est pas notre job. Ce qu'on aime, c'est justement être à l'endroit du labo de recherche et de développement. En tout cas, notre labo, celui qu'on appelle le laboratoire de créativité technique et poétique, le laboratoire de la compagnie Organic Orchestra. Et en revanche, on imagine assez vite, avec ce genre d'outils, demain pouvoir manipuler des environnements 3D. Imaginez que le designer revient dans un atelier beaucoup plus proche de celui du menuisier, etc. De pouvoir, du bout des doigts, manipuler autrement qu'avec une souris ou un pad ces environnements qui sont censés représenter de la matière. D'imaginer aussi que ce même genre d'outils, sur des usages plus proches de la robotique ou de ce genre de choses, permettrait par exemple à distance de pouvoir manipuler des choses qui soient de l'ordre des grues ou bien sûr des choses plus chirurgicales. Et puis il y a déjà des usages qui nous semblent super pertinents. Alors, on imagine tous le super objet qui en domotique va nous permettre, en claquant des mains, de pouvoir fermer les volets, tout ça. Enfin, ça nous a tous amusés pendant environ 20 secondes de réfléchir à ce genre de choses. Seulement, il y a des personnes pour qui ça a du sens, en fait, de pouvoir se libérer pendant 1 heure ou 2, s'offrir une certaine autonomie chaque jour. Et notamment des personnes à mobilité réduite pour pouvoir avoir des fonctions très simples d'appel, de pilotage du fauteuil ou ce genre de choses, et de pouvoir, à l'intérieur de la maison, avoir accès à tout un tas de ces paramètres. Alors, pour nous, c'est un peu facile de faire ça à l'intérieur d'un environnement de spectacle, parce que c'est un peu notre maison, là. Seulement, voilà, ce gant-là, on aimerait bien, demain, qu'il puisse servir à tout un tas d'autres gens. Alors, quand on travaille pendant quelques mois, quelques années avec le CEA, on commence à se rendre compte aussi qu'il y a tout un tas de fonctionnements qui sont très institués à l'intérieur de la plupart des labos de recherche en France, qui soient institutionnels, industriels, etc. Et que ça aurait été vachement bien qu'on dépose un brevet sur ce genre d'objet, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On dépose un brevet, puis après ça permet de vendre des licences à tout un tas de gens, puis finalement d'être maître de la manière dont ça se développe. Ça nous a intéressé d'y réfléchir à un moment donné, mais ça ne nous intéressait pas tellement, en fait, de vivre dans un monde proche de celui-ci. En tout cas, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on sert de tout un tas d'outils qui sont des outils libres, qui sont des outils open source, et participer à un monde dans lequel c'est plutôt ce genre de modèle qui se développe, ça nous parle un peu plus. Par chance, à la fin, le gant qui est là est justement un objet open source, et l'idée c'est on aimerait bien par la suite que tout un tas de gens s'approprient cette techno et que voilà, elle puisse servir à Ben. Il y a déjà quand même une application qui sert en dehors de tous nos fantasmes de spectacle depuis maintenant 2 ans dans un lieu qui s'appelle la salle immersive à Grenoble et qui permet, vous avez tous l'image du film avec le gars avec ses gants, tout ça, qui manipule qui permet assez naturellement de pouvoir manipuler tout un tas d'éléments médiatiques, de pouvoir dire que cette vidéo-là, du bout du doigt, je décide de la lire, ou alors je décide d'en baisser le volume, de pouvoir l'accélérer, ce genre de choses, ou de la relire. Ça s'appelle Immédiat, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a des gens qui font des présentations avec un gant qui ressemble un peu à celui-ci, qui est beaucoup simplifié en fait, sur lequel il y a beaucoup moins de capteurs, etc. et qui permet juste de pouvoir, de manière la plus intuitive possible, manipuler des environnements avec tout un tas de médias comme ça pour des présentations. Enfin,
encore une fois, nous, ce qui nous plaît, c'est plutôt d'être à l'endroit de la création artistique avec ça. Vous m'excusez, il est quand même 9 h du matin, c'est pas facile. Enfin, je vois vos têtes, ça n'a pas l'air plus facile que pour moi. On y est. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'amuse, c'est d'être sur une recherche qui reste poétique avec tous ces outils. On se pose souvent la question à l'intérieur de la compagnie de l'usage de tous nos outils. Et en fait, on s'est dit que depuis le caillou jusqu'au satellite, on a toujours un peu la même question qui se pose, de savoir ce qu'on fait, quel est notre usage de chacun de ces outils. Le caillou, il sert à construire ou à détruire. Le satellite aussi. Et ce gant-là, ben, on imagine assez vite que ça puisse permettre de manipuler des drones ou tout un tas de choses qui, moi, m'intéressent pas beaucoup. J'espère que demain, et c'est valable pour toutes les technos concrets, et là, il y a beaucoup de gens qui créent, au moins sous forme de code. J'espère qu'on participe à un monde qui soit un peu chouette avec ça. Sur ce... Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez de ce genre d'objet. J'aurais bien voulu voir toutes les keynotes qui vont suivre avant d'avoir ce moment d'interaction avec vous. Du coup, les geeks, alors Ben, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas. Il a failli travailler pardon, c'est vrai que c'est quand même fort pas évident, sans le micro. Il était destiné à travailler dans des systèmes de sécurité web, etc. Puis en fait, j'ai envie de dire par chance, il s'est mis à créer des trucs plutôt de l'ordre de la création artistique. En tout cas, je lui laisserai bien la parole là maintenant pour qu'il vous parle de ça. Mais je crois.
J'aimerais savoir ce que ça vous éveille, en fait, le genre de trucs sur lesquels on est en train de travailler. Je répète à la limite pour ceux qui sont plus derrière, sa question, en voyant le gant, bah, pourquoi pas tout le corps, ce qui permet de danser, etc. Effectivement, alors, la première fois qu'on s'est mis à créer un contrôleur un peu adapté, c'était une manette de Wii qui était désossée, où tous les boutons étaient portés un peu sur le corps, comme ça, puis j'avais des bouts de papier d'alu qui étaient scotchés aux quatre coins dans un design un peu vision du futur dans les années 50 par un enfant de 7 ans, comme ça, un truc... Et en fait, c'était vachement bien de pouvoir avoir des contrôles qui soient assez gestuels comme ça, où je pouvais décider d'enregistrer mes boucles à chaque fois que je tapais sur mon torse. Seulement, c'était aussi assez contraignant gestuellement. C'était très bien pendant 5 minutes, mais quand il fallait construire musicalement pendant 1 heure de spectacle, la répétition d'un même geste qui devenait vite une contrainte était une direction que j'ai voulu éviter par la suite, en fait. Ça a été très chouette pendant tout un temps. Mais j'aimais bien l'idée qu'autour de la main, on a beaucoup de mouvements qui sont possibles, donc beaucoup de manières de pouvoir contrôler des paramètres. Et donc ça devait pouvoir me permettre à la fois d'expliciter quand j'avais besoin, ou de pouvoir décider que c'était autre chose qui attirait l'attention, quoi. D'autres mains, ouais. Ouais, pourquoi pas manipuler aussi de l'image pendant que je joue. Alors, effectivement, dans le précédent spectacle qui s'appelle donc Bionic Orchestra, l'idée c'est que j'étais au milieu du public dans un dispositif à 360 degrés avec 7 points de son tout autour des gens, 7 vidéoprojecteurs là-haut, dont une partie dont on se servait pour de la lumière, et puis de la lumière un peu traditionnelle. Et c'était ce qu'on a essayé de travailler en fait assez directement. Alors les premières fois où on s'est mis à contrôler de la lumière avec ce gant, c'était aussi pour expliciter ce qui est en train de se passer en son. Par exemple, de décider que quand j'attrapais un son et que je le faisais tourner autour du public, à certains moments précis du spectacle, on décidait aussi qu'un faisceau de lumière puisse suivre ce parcours. Ce qui faisait que quand l'événement était bouclé, il y avait le faisceau de lumière qui se bouclait en même temps. En fait, on a finalement pas mal bossé à la fois en vidéo, mais aussi sur de la lumière tout court, sur des choses qui étaient souvent un désir un peu synesthésique, comme ça, d'essayer d'exprimer en lumière ce qui se faisait en son, ou en tout cas que l'expression que moi je générais puisse se traduire dans différents signaux comme ça. On a décidé ici de mettre un peu moins l'accent là-dessus, avec tous ces petits trucs démo, en tout cas à l'intérieur de cette petite forme qui est plus conférence comme ça. Oui, dans l'absolu, on s'est amusé à piloter par exemple aussi tout un tas de petits robots. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, ça sera peut-être même plus stable, c'est pas mal. De robotique, etc. Ouais, une fois que c'est dans l'ordi, c'est super intéressant de piloter tout un tas de choses. Il y a un truc qui me faisait... on m'a proposé une création pour l'année prochaine. Je sais pas si je prendrai le temps de faire ça, mais de bosser avec en gros des industriels de l'automobile et de jouer avec une chaîne en fait de montage, de piloter une chaîne de montage avec ce genre d'objet. Ça m'intéresse, la construction chorégraphique, voire musicale qu'on peut générer avec ça, m'intéresse pas mal. Je sais pas si on prendra le temps d'aller à cet endroit-là, mais il y a des... Ouais. Sur la manipulation d'à peu près n'importe quel type de média, je pense qu'il y a moyen de créer du vocabulaire et créer des écritures qui sont super intéressantes. Est-ce que de passer à 2 gants ne permettrait pas d'augmenter les possibilités? Oui,
ça permettrait d'augmenter les possibilités. Moi, je tenais à réussir à tout mettre dans un seul parce que dans l'autre, j'ai mon micro. Et je peux utiliser ce genre de micro, en fait, mais mon micro est aussi mon instrument. Et je tenais à avoir le cordon ombilical. Bon, là, je l'ai perdu, mais... oui, il y a tout un tas de gestuels aussi qui naissent du fait d'avoir deux mains. Maintenant, il y a vraiment énormément de possibles juste avec une seule. Ça peut impliquer des astuces, ça peut impliquer un peu plus d'apprentissage quand on rentre sur des gestuels plus complexes. Il y a une gestuelle qui reste assez simple, mais que j'utilise par exemple pour la sélection de mes pistes. Je n'ai que 12 interrupteurs, mais là on a décidé que j'avais 8 pistes sur lesquelles je pouvais enregistrer ma voix. On a évité de mettre 8 interrupteurs juste pour les pistes, parce que sinon il m'en restait pas beaucoup pour tout le reste des fonctionnalités, de type monter le volume, muter, etc. Donc j'ai une seule touche pour toutes mes pistes, mais selon l'angle de ma main, je sélectionne l'une ou l'autre. Il y a certaines gestuelles qui sont aussi à partir d'une information en un temps T et qui écoutent une information jusqu'à tel temps. Et du coup, on rentre dans des écritures, dans des gestuels qui sont plus dynamiques. Ça permet en fait déjà énormément de choses juste avec une main. On n'est pas au bout du nombre de contrôles qu'on pourrait faire, donc on a décidé que c'était déjà amplement suffisant. Mais je pense qu'il y a des choses, par contre, où le rapport entre les deux mains rentre, qui deviendrait intéressant pour d'autres gestuels, quoi. Pour le son d'une main et l'image de l'autre, effectivement, ouais. Alors, il nous arrive là de faire le son et l'image sur le même. Encore aujourd'hui en spectacle, parce que l'idée n'était pas que je contrôle la totalité. Ça m'arrivait pendant le spectacle de contrôler l'ensemble du dispositif. Mais en fait, c'est quand même vachement bien de travailler avec des humains, quoi. Et du coup, c'était cool qu'il y ait des gens comme Ben qui conduisent et qui me donnent accès à des éléments pour contrôler la vidéo ou la lumière à des moments précis. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions dans la même. Oui, c'est open source. On est en train de travailler sur la publication du truc et de mettre en ligne, en fait, en gros, et le code qu'il y a là-dedans et les serveurs qui, dans l'ordinateur, permettent de l'interfacer avec un peu ce qu'on veut. C'est presque autant de boulot que de créer l'objet. Mais ouais, en tout cas, il n'y a pas de brevet sur le hardware et les codes qu'on utilise sont faits pour circuler. Je peux pas vous donner d'adresse là maintenant parce qu'on est en train d'y bosser. En tout cas, vous pouvez suivre ça sur le site de notre compagnie, Organic Orchestra, compagnie Organic Orchestra. Voilà, ça présente nos spectacles, etc. Puis l'idée, c'est que les différents outils sur lesquels on bosse deviennent accessibles là-dessus. Et ton autre question? Ah, et est-ce qu'il y a déjà des gens? Alors oui, il y a des gens par contre plus individuellement avec qui on a pu causer et qui ont pu s'emparer d'une partie de ça. Et puis finalement, des gants, il y en a eu 50 depuis les années 50, quoi. Il y a eu plein de gants, plein de tentatives différentes. Il y en a même eu pour du grand public. Il y a ne serait-ce que le gant de Nintendo dans les années 80, etc. Il y a aujourd'hui, là, ces temps-ci, pas mal d'objets qui sont en train de sortir chez les Anglais, en France, aux États-Unis, des choses qui sont à la limite juste pour contrôler le casque pendant qu'on est sur la moto et pouvoir répondre au téléphone, ou des choses plus pertinentes. Il y a je crois que c'est la Maker Faire de Rome, ou je suis plus en Italie. Il y a un gant qui vient de gagner un prix pour de la traduction de langue des signes. Il y a de plus en plus d'interfaces comme ça, parce que les technologies sont devenues mûres et permettent aujourd'hui de pouvoir créer ce genre d'objet. Quand j'enlève mon gant, quel rapport j'entretiens avec mon gant? Est-ce que je me sens pas à poil quand je l'enlève? Ouais. En fait, c'est marrant parce que ça reste des protos. Dans l'idéal, moi, j'aimerais qu'ils soient encore plus légers, etc. Enfin, il y a mine de rien, on est déjà arrivé à un degré de souplesse qui est super.
mais en même temps, il y a un petit côté, même un des fantasmes au départ, c'était même de ne pas avoir d'objet visible du tout, quoi. Donc là, j'ai plutôt, en attendant ça, j'ai plutôt l'impression d'avoir des bots. Là, en fait, il y a un truc un peu... c'est super agréable, c'est aussi contraignant parce que ça m'amène tout un tas de gestuelles qui sont intéressantes. Ça me pousse même à de la gestuelle, mais le fait est que quand je fais du beatbox avec rien du tout, j'ai une agilité qui est beaucoup plus importante naturellement, quoi. Enfin, je me débarrasse d'un outil supplémentaire. J'ai du mal à savoir à l'arrivée si je suis plus heureux ou avec ou sans. Je suis pas sûr. Là, par exemple, sur le prochain spectacle, on a créé tout un tas d'autres petites interfaces qui sont des interfaces moins spectaculaires, mais qui me permettent des accès très multiples et beaucoup plus rapides à beaucoup de fonctionnalités pour créer des orchestrations dans lesquelles j'ai une 50aine de voix, quoi, par exemple. C'est plus laborieux de faire ça, mine de rien, avec un contrôleur unique. Et ça dépend des périodes, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Ce gant-là me permet gestuellement d'avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que quand je suis le nez comme un DJ au-dessus d'une table avec plein d'interfaces. Chacun de ces trucs a des avantages, des inconvénients. Et, ouais. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup que je vienne juste vêtu de mon gant un jour. Enfin, je m'arrête. Est-ce que c'est la technique qui crée le geste ou est-ce que c'est l'artiste qui crée le geste ou est-ce que c'est la technique qui me contraint en gros et qui m'amène la gestuelle? Bah, c'est un dialogue entre ces deux trucs là en fait. L'avantage c'est que comme c'est nous qui avons designé à la fois la manière dont on voulait mettre des capteurs dessus et la manière dont ils sont interprétés, il y a tout un tas de gestes qu'on a pu créer et on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible. Maintenant, une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait notre premier proto, ben, ça a été l'inverse. Il a fallu commencer à essayer de faire rentrer un maximum des choses que je voulais pouvoir contrôler à l'intérieur de ce qu'on avait choisi comme accessibilité. Et du coup, alors, j'avais déjà tendance à bouger la main quand je faisais du beatbox sans gants, juste parce que il y a tout un tas de mimeries comme ça qui naissaient. Mais je pense que je bouge beaucoup plus la main depuis que j'ai cet objet-là. Et même sur scène, ça m'a amené le gant, le fait de manipuler des choses dans l'espace avec la spatialisation sonore, etc., m'a amené à tout un tas de gestuels qui m'ont poussé beaucoup plus loin que ce que je faisais jusque-là, quoi. J'avais surtout une posture de musicien, de beatboxer, donc à faire ce genre de choses, mais d'aller pousser mon corps sur un rapport à 360 et dans quelque chose que j'ose pas appeler de la danse parce que je suis pas danseur, je suis performeur, ouais. Mais en tout cas, oui, ça a beaucoup influencé ma manière de bouger par la suite sur scène. Une dernière question? Pourquoi ne pas passer à un espace virtuel type casque ou immersion plus globale et à la fois pourquoi ne pas utiliser de système de caméra en fait, type Kinect et ce genre de choses, quoi. Alors on a beaucoup utilisé de Kinect par le passé. La Kinect c'est aussi super intéressant, ça n'a pas du tout la précision d'un objet comme celui-ci. Là je bouge de quelques degrés et je manipule des choses. J'ai la possibilité d'avoir des on-off qui sont très tight. Là où avec la Kinect, je peux décider d'enclencher telle ou telle fonction en faisant tout un tas. C'est super, mais c'est un petit peu plus contraignant gestuellement. On s'est amusé à jouer avec des lips, avec tout un tas d'objets comme ça qui permettent, dans lequel le lip, on se rapproche déjà plus de la dextérité du gant. Mais il y a autre chose avec ces caméras, c'est que ça obligeait à un champ vraiment particulier. Là où le gant m'offre une liberté de mouvement qui est beaucoup plus grande. J'ai
plus besoin d'être orienté dans un sens, j'ai plus besoin de rentrer à l'intérieur d'un champ particulier. Donc d'avoir quelque chose qui soit le plus autonome possible, ça nous intéressait pas mal. Et l'autre, alors pour moi c'est une autre question, pourquoi ne pas travailler dans des environnements virtuels? La plupart des scènes sur lesquelles on travaille, typiquement ça a été créé sous Unity, donc ça existe en fait dans un espace en 3D. Ben, à un moment donné, m'avait refabriqué l'environnement du spectacle sous Unity, de manière à ce que je puisse répéter les spectacles sans avoir besoin d'avoir toute la lumière et la vidéo, etc. On s'est juste amusé à l'essayer. Ça m'a pas réellement servi en usage de répétition. Ça impliquait quand même... Enfin, encore une fois, dans le spectacle, il y avait besoin d'humain quand même un peu derrière. Mais ça nous amuse. Enfin, on a pas mal travaillé dans des dispositifs immersifs. Là où sert le Gant depuis 2 ans maintenant pour faire des présentations, c'est dans un lieu dans lequel il y a de la vidéo qui est alors pas à 360, mais on a en gros un espace de 3 murs de vidéo qui sont tous liés. Et du coup, ça permet de la manipulation sur des gros volumes comme ça. Ça nous amuse en tout cas de bosser sur ce genre de trucs. Pour aller plus loin, c'est juste une affaire de temps, quoi. Ouais. Et pourquoi pas de gens qui ont envie de faire ce genre de truc aussi. Enfin, la plupart des gens qui font partie de la compagnie aujourd'hui sont soit des copains de fac, soit des gens croisés sur la route, etc. Et c'est à travers des discussions dans ce genre d'événement que, en fait, petit à petit, notre équipe a pu grandir. Effectivement, il y a le Gant, il y a le grand méchant loop, c'est ce moteur audio là sur lequel on bosse maintenant pour le prochain spectacle. Et il y a tout un tas d'autres objets sur lesquels on travaille. On travaille beaucoup autour du papier, on rend interactif des objets en papier. Et pour le reste, je vous laisserai aller voir sur le site de la compagnie. Et je vous souhaite un bon café et on peut continuer la discussion dehors si ça vous botte. Bonne journée.